Merci beaucoup, Monsieur le Président du jury et distingué professeur. Avant toute chose, dans les 30 minutes, vous me permettrez de rendre grâce à Dieu. Celui qui, il y a quelque temps, savait que ce jour sera. Quand personne ne pouvait y penser, mais lui savait déjà que ce décor sera planté. C'est pourquoi je lui rends toutes les actions de grâce et je m'incline au devant de sa Seigneurie. Cela étant, je reviens sur ce qui nous concerne pour relever un fait aussi avant d'entrer dans mon propos. Dans les présentations qui ont été faites sur ma personne, je ne sais pas si c'est parce qu'on a pris en compte les 35 ans de carrière que l'autre aspect de ma personne n'a pas été pris en compte. Si j'ai fait 35 ans de carrière, mais j'ai aussi 30 ans de ministère. Je suis pasteur. Je suis pasteur et j'ai toujours dit, et je le confirme, que ce qui a été le pilier, c'est ce ministère-là qui a sous-tendu la carrière. On n'a pas fait mention de cela. Je ne sais pas si c'était à dessein ou c'est contraire aux us universitaires, je ne sais pas. Mais moi, je le relève. Nous savons tous que faire un bilan après 10 ans d'activité de justice constitutionnelle en matière de droits et libertés fondamentaux, c'est s'interroger sur les résultats globaux de l'Office du juge constitutionnel congolais en cette matière. C'est également s'interroger sur l'apport de la jurisprudence constitutionnelle congolaise dans la protection des droits de l'homme en contentieux constitutionnel africain. C'est cela le bilan que nous sommes appelés à dresser au cours de la présente cérémonie, laquelle constitue une occasion mieux, une opportunité à saisir pour évaluer les chemins parcourus et, partant, se projeter en connaissance de cause dans l'avenir. En effet, il est sans conteste vrai que le contrôle de constitutionnalité de loi est la compétence la plus importante de l'activité juridictionnelle de Cour constitutionnelle africaine. Il est aussi vrai que de nos jours, le contentieux constitutionnel des libertés a pris une proportion beaucoup plus évidente que ceux des institutions et des normes. Cet objet du droit constitutionnel est devenu l'objet phare de la triptyque dimensionnelle de cette discipline fondatrice du droit public, l'état de droit, au point que cette discipline, dans sa dimension institutionnelle, est celle normative, quoique des libertés. C'est ce que certains auteurs soutiennent lorsque, se référant notamment au droit français, ils disent que la justice constitutionnelle n'a été véritablement reconnue en France qu'à partir du moment où le Conseil constitutionnel est devenu protecteur de droits fondamentaux, tellement est fort le sentiment selon lequel la justice constitutionnelle s'identifie aux libertés. Lié au principe de la dignité humaine, comme toute juridiction constitutionnelle, la Cour constitutionnelle de la RDC se voit confier, au terme de l'article 150 de la Constitution, la mission constitutionnelle de protéger les droits et libertés des citoyens dans le cadre de son office. Écrit El Hadj Omar Diop, il arrive souvent qu'elle soit saisie sans une habilitation expresse pour connaître du litige. Mais comme les droits fondamentaux sont en cause, la haute instance se reconnaît compétente pour répondre les contentieux au nom de sa mission générale de gardienne de droits fondamentaux. Cette affirmation révèle en réalité une des fonctions de la justice constitutionnelle pour la protection de l'individu
celle de dynamiser la liberté exprimée par les droits fondamentaux. En effet, la Constitution est un instrument vivant qui doit adapter son contenu aux changements sociaux majeurs, étant donné qu'elle a vocation à régir des situations non prévues par son auteur. Elle doit nécessairement faire l'objet d'une adaptation et d'une évolution constante, mais mesurée. En 10 années de production jurisprudentielle, il s'y est indiqué qu'en matière de protection des droits fondamentaux, la Cour a étendu par voie prétorienne sa compétence à l'égard d'actes d'assemblée et des décisions de justice et a contribué au développement jurisprudentiel de certains droits fondamentaux protégés dans la Constitution. En sus de ce qui précède, il est arrivé à la Cour de faire prévaloir les principes de la dignité humaine sur celui de la publicité des audiences. Petit 1, l'extension de ses compétences par le souci de protéger les droits fondamentaux. La Constitution, en tant que norme suprême, doit être protégée par le seul fait qu'elle prime sur toute autre norme et qu'elle est le fondement de l'ordre juridique interne. Sa suprématie serait un vain mot si elle était violée impunément. Il y a donc nécessité à ce que la suprématie puisse être préservée et gardée hors d'atteinte. C'est pourquoi le droit a prévu l'institution d'un organe chargé de réaliser cette mission protectrice en la personne du juge. Une particularité mérite d'être soulignée au regard de la nature du juge de la Constitution. En effet, une Constitution est écrite non comme une loi ordinaire, avec tous les détails possibles. Elle est généralement courte, peu claire et parfois obscure. Il revient par conséquent à son interprète, si pas d'en définir le contenu, là nous parlerons du pouvoir normatif du juge, mais au moins d'en dégager les contenus. Cette compétence reconnue au juge constitutionnel d'interpréter les dispositions constitutionnelles à chaque fois qu'il est appelé à exercer est une de ses compétences. Démontre à suffisance l'étendue des pouvoirs qu'une telle juridiction possède. En effet, aucune constitution n'est une œuvre parfaite et toute constitution demeure une toile inachevée dont la complétude peut s'opérer au prix d'une interprétation utile et dynamique du juge constitutionnel. C'est dans ce contexte que la Cour constitutionnelle congolaise interprète de manière extensive le texte l'instituant en vue d'empêcher que, dans un État se proclamant de droit, qu'il puisse exister des actes attentatoires aux droits et libertés fondamentaux. Dès lors, elle ne se fonde pas directement sur les dispositions insérées dans le chapitre réservé à la Cour constitutionnelle. Elle tire généralement sa compétence à l'article 1er de la Constitution et à l'article 150 de cette dernière. L'article 1er fait de notre pays un État de droit et l'article 150 fait du pouvoir judiciaire dont elle fait partie garant des libertés individuelles. Sur fond de ces dispositions, elle organise un raisonnement déductivement conséquentialiste. En ce que l'on proclame la République démocratique du Congo comme un État de droit. Qu'est-ce que cela peut impliquer? Est-il possible d'avoir dans un État de droit des droits fondamentaux impunément violés? Est-il possible d'avoir des actes juridiques causant grief, mais qui échappent à tout juge? Si la réponse est négative, en relation avec la compétence dévolue au pouvoir judiciaire de garantir les droits fondamentaux, le juge se permet alors, sur fond de l'idéal de l'état du droit et de sa fonction de garante de droits et libertés consacrés, de se déclarer compétente à l'égard des actes politiques des assemblées parlementaires notamment. Une telle technique, motivée par le souci de protéger la démocratie et l'état de droit, ou globalement les valeurs démocratiques,
sociale, voire humaine, inscrite dans la Constitution, s'inscrit dans une démarche recourant à l'interprétation par objectifs fondés sur les valeurs. La connaissance de ces valeurs et croyances qui fondent le système juridique influe sur la vision interprétative de du texte constitutionnel. C'est pourquoi, dans l'arrêt R-Const 1800, la Cour a reconnu que dans tous les systèmes juridiques, les constitutions ont toujours porté en elles des valeurs et des idéaux sur lesquels le juge constitutionnel, comme un gendarme, est appelé à veiller. Et telle que conçue, la Constitution du 18 février 2006 ne permet à aucun pouvoir organisé par elle de porter atteinte ni aux droits fondamentaux, ni à l'équilibre du système démocratique ou à l'équilibre de pouvoir, ni à l'état de droit, sinon son écriture même ne serait qu'une farce absurde et qu'elle serait vide de sens et d'essence. Si, conformément à la Constitution, il n'appartient ni au législateur, ni au gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d'adresser à celles-ci des injonctions ou de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leurs compétences, il est évident que le constituant n'a pas entendu laisser libre champ aux organes juridictionnels de porter atteinte aux valeurs fondamentales de l'État moderne telles que garanties par la Constitution de la République démocratique du Congo. De ces valeurs figurent en primeur les droits et libertés fondamentaux de la personne. La nécessité de leur protection a abouti aujourd'hui à une jurisprudence constante dans laquelle le juge constitutionnel se déclare compétent, non sur un point de vue formel, mais plutôt matériel ou substantiel, de connaître de tout acte juridique échappant à tout juge et pour lequel il y a une protection et à une prétention de violation d'un droit fondamental. C'est dans ce sens que la Cour est arrivée à intégrer le contrôle des décisions de justice dans sa juridiction, en s'inspirant notamment de ses décisions sur les actes d'assemblée, de la théorie de contrôle universel de constitutionnalité, de son pouvoir de régulation ainsi que de sa crainte de créer un vide juridique. Avec l'arrêt rendu sous R-Const 1800, le 22 juillet 2022, l'ouverture de sa saisine à ce type d'acte a été réalisée. La Cour a jugé que l'immunité qui couvre les décisions de justice saute devant le juge constitutionnel lorsque ces décisions sont attentatoires à l'état de droit, aux droits de l'homme, au principe de la démocratie pluraliste et à toutes les autres valeurs supérieures consacrées par la Constitution. Depuis lors, d'autres procédures ont été ouvertes devant la Cour contre la décision du Conseil d'État, voire notamment le R-Const 1882 du 22 mars 2023 et de la Cour de cassation, voire le R-Const 1933/1941 du 12 mai 2033, dans lequel elle a affirmé cette position. Point 2. Le développement progressif de certains droits fondamentaux. Durant cette décennie, la Cour a connu de nombreux recours des justiciables contre les décisions des assemblées politiques délibérantes. La plupart de ces recours concernent soit le droit de la défense, soit le droit à l'égale protection de loi. Nous allons à titre d'illustration présenter la perception de la Cour relativement au droit de la défense. Petit 1, le droit de la défense. Dans une espèce en 2017, la Cour est saisie par un gouverneur qui a été renversé à la suite d'une motion de défiance pendant qu'il se trouvait en dehors de la province au moment où la motion en question a été adoptée. Son déplacement était justifié car opéré en toute régularité du fait qu'il était appelé à répondre à des obligations étatiques à Kinshasa concomitamment à la notification de la motion initiée contre lui. Dans son argumentaire, la Cour a souligné qu'après avoir notifié l'existence d'une motion contre le gouverneur,
l'Assemblée provinciale devait inviter le gouverneur à venir présenter ses moyens de défense à la plénière, au cours de laquelle cette motion a été débattue. Ne l'ayant pas fait, et aussi du fait de ne pas préciser ni l'heure, ni les lieux où serait débattue cette motion, la Cour a jugé que la simple notification de l'existence de la motion à l'intéressé ne pourrait valoir invitation, vu son caractère général et imprécis. Ainsi, la Cour a conclu à la violation du droit de la défense. Dans une autre espèce, en 2025, la Cour est saisie par un vice-gouverneur déchu qui, invité pour répondre à une interpellation, verra celle-ci être transformée le jour de la plénière en motion de défiance, laquelle a été adoptée le même jour. La Cour a jugé que, même si le requérant avait pris la parole pour se défendre contre les griefs portés contre lui, le fait simplement qu'il n'ait préalablement pas été informé que la procédure enclenchée contre lui aboutirait à une déchéance constitue une violation du droit de la défense. Pour la Cour, le respect du droit de la défense implique que la personne mise en cause ne puisse être sanctionnée sans qu'elle ne soit mise au courant que la procédure initiée contre elle aboutirait à une sanction. Cette vue du droit de la défense constitue une des avancées majeures de la Cour constitutionnelle dans la protection des droits fondamentaux des citoyens. Ainsi, dans la même espèce, la Cour a jugé qu'en vertu du respect de son droit de la défense, l'interpellé, c'est-à-dire le vice-gouverneur déchu, devait, au moment où son interpellation a été transformée en motion de censure, bénéficier d'un délai raisonnable pour préparer sa défense. Pour la Cour, le temps nécessaire à accorder à la personne accusée entre l'information des greffes à sa charge et le jour de sa réplique constitue une composante indispensable du droit de la défense. En effet, au-delà de l'information sur les greffes, la personne sur laquelle pèse un risque de sanction doit disposer d'un temps et de facilités pour préparer utilement ses moyens de défense. Grand point 3. La primauté du principe de dignité humaine. Aujourd'hui, il n'est plus possible de parler du droit constitutionnel sans les juges constitutionnels, ni du juge constitutionnel sans la préoccupante question de la dignité des personnes et donc des droits fondamentaux. Dans une espèce presque récente, la Cour constitutionnelle a été saisie par voie de questions préjudicielles au travers d'une exception d'inconstitutionnalité soulevée en pleine audience contre l'article 566 de la loi portant Code de la famille pour violation de l'article 20 de la Constitution. Pour les requérants, les débats en matière du divorce devaient se conformer à l'article 20 de la Constitution et non à l'article 566 du Code de la famille. Pour votre gouverne, l'article 566 du Code de la famille prévoit qu'en matière de divorce, la cause est instruite dans la forme ordinaire mais délibérée à huis clos. Alors que l'article 20 de la Constitution dispose que les audiences des cours et tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit jugée dangereuse pour l'ordre public et les bonnes mœurs. La Cour était donc devant une disposition législative datant de 1987 qui consacre le huis clos lors des débats en matière de divorce et une disposition constitutionnelle de 2006 qui pose le principe de la publicité des audiences. Dans l'espèce, nous avons reconnu tout d'abord que le principe de la publicité des audiences vise à protéger les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public, participant de ce fait à la bonne administration de la justice et à la garantie d'un procès équitable. Ensuite, nous relevons que ce principe de la publicité d'audience n'évoluait pas en vase clos
car pouvant subir des inflexions dans certaines conditions, notamment lorsque la publicité nuirait aux intérêts de la justice ou lorsque les circonstances particulières au droit, au respect de la vie privée, consacrées à l'article 31 de la Constitution, l'exigent. C'est dans ce sens que la Cour est arrivée à juger que l'article 566 du Code de la famille, qui prévoyait les huis clos en matière de divorce, ne s'écartait pas de l'article 20 de la Constitution, qui consacre la publicité d'audience, mais participait au contraire à l'équilibre entre les droits fondamentaux en faisant prévaloir en cette matière de divorce le droit au respect de la vie privée par rapport à la règle de la publicité des audiences. Dans sa motivation, la Cour a justifié cette position en soutenant que, par le fait qu'en droit congolais, le divorce d'un mariage est une mesure exceptionnelle et salutaire, décider du huis clos serait la bonne décision en ce qui le permet que, pour des questions aussi personnelles et délicates, intimement liées à la vie privée entre deux personnes mariées, la publicité serait dangereuse dans la mesure où les raisons qui fondent généralement le divorce sont d'ordre intime et ne peuvent pas être exposées à la lumière du public. Il ressort de tout ce qui précède que c'est en réalité au nom de la dignité humaine, particulièrement de la dignité de deux personnes mariées qui sont en procédure de divorce, que le droit au respect de la vie privée, prévu à l'article 34 de la Constitution, devait primer les principes de la publicité des audiences consacrés à l'article 20 de la Constitution. En conclusion, 10 ans après sa mise en place, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo s'est progressivement imposée comme un véritable rempart de la protection de droits et libertés fondamentaux, en élargissant de manière prétorienne l'étendue de ses compétences, en consacrant des principes essentiels tels que le droit à la défense, l'égalité devant la loi ou encore la protection de la vie privée. La Cour a su affirmer sa mission de gardienne des valeurs constitutionnelles. Sa jurisprudence, souvent audacieuse, démontre un engagement affirmé en faveur de l'état de droit, non comme simple principe formel, mais comme exigence concrète de justice, de respect de la dignité humaine et de consolidation démocratique. Ce dynamisme interprétatif qui place la personne humaine au centre, au cœur du droit constitutionnel, mérite d'être salué et encouragé. Cependant, ce bilan, aussi encourageant soit-il, invite à une vigilance constante. Les droits fondamentaux ne sont jamais définitivement acquis et leur protection exige non seulement des juges courageux et indépendants, mais aussi des citoyens conscients et des institutions responsables. C'est à ce prix que la justice constitutionnelle continuera d'être un véritable instrument du progrès, de paix et de liberté dans notre société. Je vous remercie. Le jury remercie le récipiendaire pour sa présentation. Je demande à Monsieur le recteur d'autoriser le jury à se retirer pour délibérer.